Bonjour, c'est la quatrième séance de l'histologie animale. Dans cette séance, on va continuer le chapitre tissu conjonctif spécialisé. Ensuite, on va voir le tissu adipeux. On va continuer avec la lame basale ou bien la membrane basale. Nous avons vu avant que la lame basale fait partie du tissu épithélial. Elle est de nature protéique et glucidique synthétisée par les cellules épithéliales et toujours se trouve sous la couche profonde de l'épithèle. Cette lame basale participe à la polarisation des épithéliaux, c'est-à-dire toujours elle est localisée sous les cellules. Sous le microscope, on peut facilement distinguer le pôle basal et le pôle apical des cellules épithéliales juste en localisant la lame basale qui est toujours en bas. Elle joue encore un rôle mécanique en assurant la liaison ou bien la cohésion entre les épithéliums et les tissus conjonctifs sous-jacents. Donc elle relie les deux tissus. Encore joue un rôle très important dans le phénomène d'échange et de filtrage. On appelle encore donc joue un rôle métabolique important. Nous avons vu avant qu'elle joue un rôle de barrière. Par exemple, facilite la diffusion ou bien le transport des nutriments du tissu conjonctif vers le tissu épithélial et le transport ou bien la diffusion des déchets dans le sens inverse. La lame basale en microscope électronique, ici ME, c'est-à-dire microscope électronique, c'est-à-dire à très fort grossissement, elle est composée de 3 couches. On voit ici les cellules épithéliales, le domaine basal est ici. Donc la polarité de la lame basale est très facile à distinguer ici, c'est-à-dire elle est toujours sous le domaine basal. Donc elle est constituée de 3 couches. La première couche qui s'appelle lamina rara ou bien lucida. Deuxième couche, la couche principale s'appelle la lamina densa. Et la troisième couche qui s'appelle lamina fibroreticularis ou bien pars fibroreticularis. On va voir en détail la composition de ces 3 couches et le rôle de ces 3 couches encore. Premièrement, lamina rara ou bien lucida, on voit ici que cette couche est en contact direct avec le domaine basal des cellules épithéliales. C'est une couche très claire au microscope, transparente aux électrons. Claire et transparente aux électrons car elle est pauvre en constituants, elle n'est pas riche en constituants. La deuxième couche, la lamina densa, c'est la couche médiane ou la couche moyenne de la lame basale, plus large et plus dense aux électrons car elle est plus riche en constituants. C'est la couche principale de la lame basale. La troisième couche, ou bien la lamina reticularis ou bien pars fibroreticularis, c'est une couche très claire, représente la zone de jonction entre lame basale et tissu conjonctif sous-jacent. Donc, la lamina reticularis relie la lame basale avec le tissu conjonctif sous-jacent. Maintenant, l'origine de ces 3 couches. La couche première et la deuxième couche, c'est-à-dire lamina rara et lamina densa, les deux sont synthétisés par les cellules épithéliales et les deux contiennent surtout du collagène de type 4. Avec collagène de type 4, bien sûr, on trouve autres constituants des sucres, par exemple des protéoglycanes, et encore plusieurs variétés des glycoprotéines, c'est-à-dire protéines d'adhésion comme laminine et fibronectine. La troisième couche, ou bien la lamina fibroreticularis, elle est synthétisée par les cellules du tissu conjonctif. C'est un point très important parce qu'avant, toujours nous avons dit que la lame basale, elle est synthétisée par
les cellules épithéliales et elle fait partie du tissu épithélial. C'est vrai et on continue à dire ça, mais il faut ajouter maintenant que la couche numéro 3 qui s'appelle lamina reticularis, elle est synthétisée par les cellules du tissu conjonctif et d'après son nom réticularis, c'est-à-dire elle est composée des fibres de réticuline, c'est-à-dire contient du collagène de type 3. Et bien sûr assure la liaison avec le tissu conjonctif sous-jacent. Maintenant, l'épaisseur et la composition de la lame basale varie d'un épithélium à un autre selon sa localisation. Donc la lame basale, sa composition n'est pas unique chez tous les tissus épithéliaux. Bien sûr, toujours, il y en a collagène type 4, protéoglycane, protéines d'adhésion, mais je vais dire la proportion ou bien la quantité de chacun des constituants n'est pas toujours la même. Encore, la lame basale existe autour de certaines cellules. On verra ça plus tard dans des autres chapitres. Par exemple, au niveau du tissu adipeux, au niveau des cellules adipeuses, la lame basale chez les cellules adipeuses entoure la lame basale, entoure la membrane cytoplasmique, pardon. Encore au niveau du tissu musculaire, la cellule musculaire est enveloppée et entourée par une lame basale. Maintenant, on va voir les tissus conjonctifs non spécialisés. Comme on va voir, en fait, il existe plusieurs types de tissus conjonctifs qui diffèrent les uns des autres par la composition de sa matrice extracellulaire, par la nature des fibres qui se trouvent dans la matrice et encore la quantité de chacun des constituants. On commence tout d'abord tissu muqueux CA enlevé, ça n'est pas demandé. On commence avec le premier tissu conjonctif non spécialisé qui est le tissu conjonctif lâche ou bien s'appelle tissu aréolaire. C'est le tissu le plus répandu dans l'organisme. Il est présent dans tout l'organisme sauf au niveau du système nerveux central. Il est composé en proportion équilibrée de cellules c'est-à-dire des fibroblastes, et des fibres de collagène, fibres élastiques et fibres de réticuline. Les deux, les cellules et les fibres, sont enfouies dans une substance fondamentale abondante. Ici, on veut dire que la substance fondamentale, c'est le constituant principal, le constituant majeur de ce tissu. Et les cellules et les fibres sont présentes en faible quantité, mais en quantité équilibrée. Ce tissu est souple et à la fois résistant. Quand on dit souple et résistant, souple, c'est l'inverse de rigide. Ce tissu assure plusieurs rôles importants. On va voir les rôles assurés par ce tissu. Première fonction, c'est la fonction ou bien le rôle de soutien. Assure le soutien de divers tissus et organes dans l'organisme. Par exemple, le tissu conjonctif lâche sous les tissus épithéliaux, les tissus muqueux assurent un rôle de soutien. Encore, en enveloppant certains organes, assure un rôle de soutien. Rôle métabolique, nous avons vu ça avant. Sous les épithéliums muqueux, la diffusion des nutriments ou bien le passage des nutriments, c'est un rôle mécanique pour le tissu conjonctif. Troisième fonction, c'est la fonction de défense de l'organisme. Notre organisme assure, ou bien le système immunitaire protège notre organisme en éliminant, en attaquant les microbes au niveau du tissu conjonctif lâche. Donc, le tissu conjonctif lâche est le siège des réactions et le site des réactions inflammatoires et réactions immunitaires. Donc, il contient des cellules immunes. On verra ça plus tard dans le chapitre tissu sanguin. Encore, le tissu conjonctif lâche participe
au processus de cicatrisation, c'est-à-dire processus de réparation des blessures ou bien endommagement au niveau des tissus ou bien au niveau des organes. Et bien sûr, ce processus est assuré et stimulé par les fibroblastes. On voit ici les fonctions multiples du tissu conjonctif lâche non spécialisé ou bien tissu aréolaire. Rôle de support ou bien rôle de soutien. Rôle de stockage, nous n'avons pas parlé en détail de ce rôle. Stockage, on voit ici, on verra ça plus tard quand on parle des adipocytes. On voit quelques adipocytes ici parce que ce tissu, ce n'est pas un tissu adipeux. On voit quelques cellules adipeuses. Ici, c'est le rôle ou bien la fonction de défense assurée par les cellules immunes. Les cellules immunes viennent de la circulation sanguine pour protéger notre organisme et lutter contre les microbes. Encore rôle métabolique, rôle du transport des nutriments vers les autres tissus. Et finalement, rôle de cicatrisation, processus de cicatrisation en réparant, en stimulant la réparation des blessures ou bien endommagements au niveau des organes. Et comme vous voyez ici, le processus de cicatrisation est stimulé par les fibroblastes. Maintenant, deuxième type des tissus conjonctifs non spécialisés, ce sont les tissus conjonctifs denses. La première différence, c'est qu'ils sont riches en fibres. Les tissus conjonctifs lâches étaient pauvres en fibres, donc c'est la différence. Riches en fibres, pauvres en cellules et pauvres en substances fondamentales. Quelle est la fonction de ces tissus? C'est la protection. Leur rôle est presque exclusivement mécanique, rôle de résistance. Donc ici, on oublie l'échange métabolique, rôle métabolique, on oublie rôle de défense, donc car la richesse en fibres donne à ces tissus seulement une rigidité, donc rôle de protection ou rôle mécanique. Premier type de tissus conjonctifs denses, fibreux non orientés. Dans ce tissu, les fibres de collagène, donc ces tissus sont riches surtout en fibres de collagène. Les fibres de collagène dans ce tissu sont regroupées en faisceaux. Donc, un faisceau, c'est un groupe de plusieurs fibres. Et il faut ajouter un faisceau, c'est un groupe des fibres de collagène qui sont parallèles entre elles. Mais dans ce cas, ça s'appelle non orienté. Donc, les faisceaux n'ont pas une orientation régulière. Donc, ici, on dit ils sont entrelacés. Donc, les faisceaux sont disposés dans des directions, dans des sens, dans des orientations, dans tous les sens. Par exemple, au niveau du derme. Et l'avantage, les tissus conjonctifs denses fibreux non orientés, leur avantage, c'est protection contre les tensions qui sont exercées dans des directions différentes. Quand les faisceaux sont disposés de manière aléatoire dans le tissu, donc ceci protège les organes ou les tissus sous-jacents contre les forces ou bien les tensions qui viennent de toutes les directions. La fonction, comme nous avons dit avant, essentiellement mécanique. Maintenant, on voit ici un exemple, le derme profond. On voit les fibres de collagène. Les faisceaux, ici ce sont les faisceaux des fibres. Chaque faisceau est composé de plusieurs fibres. Les fibres à l'intérieur d'un faisceau sont parallèles, mais on voit ici deux faisceaux qui sont non parallèles. Quand les faisceaux sont non parallèles, donc c'est un tissu conjonctif dense non orienté et protège les tissus sous-jacents ou bien l'organe sous-jacent contre les tensions et les forces qui viennent de tous les sens. Maintenant, deuxième type,
tissu conjonctif dense, fibreux, mais orienté. Ici, les faisceaux des fibres de collagène sont parallèles les uns aux autres. Donc, les faisceaux sont dans le même sens ou bien dans la même direction. On les retrouve dans certaines régions où ils sont adaptés à la tension exercée dans une seule direction. C'est-à-dire, ce tissu ou bien ces tissus se trouvent dans des régions où les forces viennent toujours dans une seule direction. Donc, tous les faisceaux sont orientés dans cette direction. Ces tissus sont organisés pour résister à des tensions exercées, comme j'ai dit, dans une seule direction. Exemple au niveau des tendons et au niveau des ligaments. On voit ici un ligament et un tendon. La différence, un ligament relie deux os. Un tendon relie un muscle, un tissu musculaire avec un os. Dans les deux cas, dans les deux exemples, on voit que la tension ou bien la force vient dans de la même direction. Donc, au niveau de ligament, l'étirement se fait par les deux os, donc toujours dans cette direction. Pour cela, tous les faisceaux de collagène sont orientés dans la même direction. Pareil au niveau du tendon, toujours la force ou la tension est exercée par la contraction musculaire. Donc la masse musculaire, les cellules musculaires en se contractant vont étirer le tendon. Donc le tendon met tous les faisceaux de fibres de collagène dans le même sens ou bien dans la même direction. Tous les faisceaux sont parallèles. Maintenant, les tissus élastiques. Encore, ce sont des tissus denses. Mais maintenant, on va voir la différence avec les autres tissus conjonctifs denses. Tout d'abord, ils sont rares dans l'organisme humain, c'est-à-dire sont présents en très faible quantité, contiennent surtout des fibres élastiques qui se ramifient. Les fibres ici ne forment pas des faisceaux. Quand on dit contiennent surtout des fibres élastiques, c'est-à-dire la majorité des fibres sont élastiques, mais il existe une minorité des fibres de collagène. Dans ces tissus, on trouve de rares fibroblastes ou parfois on trouve des cellules musculaires lisses. Les cellules se trouvent entre les fibres élastiques et comme j'ai dit, les fibres élastiques sont non parallèles. Ces tissus peuvent être étirés et reprendre leur forme quand la force disparaît. C'est-à-dire l'étirement et la variation du forme ou de la taille de ces tissus est réversible. On les rencontre par exemple dans la trachée pulmonaire ou bien dans d'autres endroits dans notre organisme. Donc l'élasticité est assurée par les fibres élastiques. Il est riche en fibres, pauvre en cellules et bien sûr pauvre en substances fondamentales. Maintenant, le dernier tissu conjonctif non spécialisé s'appelle tissu réticulaire. Ce sont des tissus conjonctifs lâches, mais riches en cellules. Les tissus conjonctifs aréolaires étaient pauvres en cellules, pauvres en fibres, étaient seulement riches en substances fondamentales. Mais quelle est la différence avec les tissus, la deuxième ou l'autre différence avec les tissus aréolaires? Dans ce tissu, les fibres sont seulement fibres de réticuline. Dans les tissus conjonctifs lâches, on trouve des fibres de collagène, on trouve des fibres de réticuline et fibres élastines. Ici, dans les tissus réticulaires, on trouve seulement des fibres de réticuline. Réticuline, c'est-à-dire collagène de type 3. Et ces fibres de réticuline sont dispersées au sein d'une matrice riche en protéoglycanes. Ici, on veut dire que ce tissu est riche en cellules, riche en substances fondamentales, pauvre en fibres. Mais les fibres sont uniquement fibres de réticuline. Les tissus réticulaires constituent le stroma des organes hématopoïétiques
des organes lymphoïdes et du foie. Nous avons parlé du stroma avant. C'est le tissu conjonctif qui protège les vaisseaux et les nerfs qui vont vers ces organes. Maintenant, le troisième chapitre, le tissu adipeux. Mais avant de commencer le tissu adipeux, j'ai oublié de vous dire que je ne sais pas si nous avons dit ça dans la séance précédente, quand on parle des tissus conjonctifs, lâches, tissus aréolaires, on dit il est pauvre en fibres, mais il contient quelques fibres de collagène, quelques fibres d'élastine et quelques fibres de réticuline. Les fibres de collagène sont de type 1. Les fibres de réticuline sont collagène de type 3. Les fibres élastines, bien sûr, c'est l'élastine. Pour les tissus conjonctifs denses, non orientés ou orientés, il y a quelques fibres de réticuline, quelques fibres d'élastine et une grande proportion, c'est la majorité, ce sont des fibres de collagène. Collagène de type 1. Il faut savoir quel type de collagène. Maintenant, on revient au tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est le premier tissu conjonctif spécialisé. C'est la graisse dans notre organisme. On va parler en détail de ce tissu, de sa matrice extracellulaire et de ses cellules. C'est un tissu conjonctif lâche à prédominance cellulaire, donc il est très riche en cellules. La majorité de ce tissu, c'est les cellules. Ce tissu est spécialisé dans la mise en réserve des graisses. Cette réserve est dans le cytoplasme des cellules adipeuses. Constitué majoritairement de cellules adipeuses. Ici, j'ai dit à prédominance cellulaire. Quel type de cellules? Cellules adipeuses qui s'appellent adipocytes. Les cellules sont séparées par une mince couche de matrice extracellulaire. Donc, surtout, la majorité de ce tissu, ce sont les cellules adipeuses avec une mince couche de matrice extracellulaire. Il est pauvre en matrice extracellulaire. Bien sûr, dans ce tissu, on trouve quelques fibroblastes, on trouve quelques cellules de fibroblastes, mais la majorité des cellules, ce sont les cellules adipeuses. Dans la matrice extracellulaire, on trouve surtout des fibres de réticuline. Dans la mince couche de MEC, matrice extracellulaire, on trouve des fibres de réticuline. Et encore, ce tissu, il est vascularisé et innervé. Bien sûr, les capillaires sanguins et les fibres nerveuses se trouvent au niveau de la matrice, dans la mince couche de la matrice extracellulaire. On commence avec les cellules adipeuses, qui s'appellent les adipocytes. Ces cellules sont spécialisées dans la mise en réserve des lipides, dans le stockage des lipides. Pour cela, on appelle le tissu adipeux, c'est un tissu spécialisé car il contient des adipocytes. Ces cellules sont hautement différenciées, incapables de se diviser, mais leur remplacement, c'est-à-dire en cas de besoin de nouvelles cellules, leur remplacement est assuré par la différenciation des adipoblastes. Il faut ajouter ici que les adipoblastes dérivent des cellules mésenchymateuses, c'est-à-dire les cellules souches de la couche embryonnaire moyenne. Donc, même chez l'adulte, dans notre organisme, chaque tissu mature contient une petite quantité de cellules souches. Maintenant, le tissu adipeux dans notre organisme, notre tissu adipeux contient encore des cellules mésenchymateuses. Ces cellules mésenchymateuses se multiplient et une partie se différencie en adipoblastes, une deuxième partie se différencie en fibroblastes, bien sûr, et les adipoblastes se différencient en adipocytes. Les adipocytes ne se multiplient pas. Leur rôle, c'est le stockage de la graisse. Et l'adipocyte a une durée de vie fixe. Une fois cette vie est terminée, les adipocytes sont éliminés et des nouvelles adipocytes leur remplacent. Maintenant, l'activité métabolique de ces tissus comporte 3 étapes, c'est-à-dire leur activité est en 3 étapes. On voit ici tout d'abord la première
étape, c'est la synthèse des lipides. La synthèse des lipides se fait dans le cytoplasme de la cellule. Deuxième activité, la mise en réserve encore dans le cytoplasme, mais dans le cytoplasme, il y a une vacuole lipidique. À l'intérieur de cette vacuole, on stocke les lipides sous forme de triglycérides. Donc, quand on dit synthèse des lipides, c'est-à-dire synthèse des triglycérides. Et réserve, mise en réserve des lipides, mise en réserve des triglycérides. Troisième activité, c'est l'inverse de la synthèse. On dégrade les triglycérides pour libérer les acides gras. On dit triglycérides, c'est-à-dire glycérol plus 3 molécules d'acide gras. Tri, c'est-à-dire 3 molécules d'acide gras. Libération rapide sous forme d'acide gras. En cas de besoin, quand notre organisme a besoin d'une nouvelle source d'énergie, les cellules, les adipocytes coupent les triglycérides et libèrent les 3 acides gras dans le sang pour l'utiliser, pour que les cellules de notre organisme l'utilisent comme source d'énergie. Donc, maintenant, les adipocytes, on va voir les détails des adipocytes. Il y a deux catégories ou bien deux types des adipocytes. Les adipocytes blancs et les adipocytes bruns. Les adipocytes blancs, comme vous voyez ici, c'est un schéma, c'est une figure du tissu adipeux. On voit en jaune les adipocytes ou bien les cellules adipeuses. Et à la surface, on voit la mince couche de la matrice extracellulaire qui contient surtout des fibres de réticuline avec quelques vaisseaux sanguins et nerfs amyéliniques. Et bien sûr, on trouve encore quelques cellules fibroblastes qui sont dispersées et quelques cellules mésenchymateuses. Maintenant, si on prend une cellule, un adipocyte jaune ici, on voit en détail, on va voir que c'est une cellule sphérique. La couleur jaune ici, c'est la vacuole lipidique. La vacuole lipidique occupe la majorité du cytoplasme. Le noyau, comme vous voyez ici, il est aplati et à la périphérie de la cellule. On dit refoulé à la périphérie, c'est-à-dire poussé par la vacuole lipidique et les autres éléments vers la périphérie. Le cytoplasme en violet ici, il forme une mince région, une mince couronne qui entoure la vacuole lipidique. Et dans cette mince couronne, on trouve les organites cellulaires. Donc, les adipocytes blancs, ce sont des cellules arrondies, c'est la même cellule, mais cellules arrondies et volumineuses, taille entre 100 et 150 micromètres de diamètre. Ce sont des cellules les plus grandes jusqu'à maintenant. En microscope optique, on voit un petit noyau aplati et, comme je dis, refoulé en périphérie de la cellule. Le cytoplasme est réduit en une mince couronne entourant une volumineuse vacuole lipidique. Maintenant, à très fort grossissement, c'est-à-dire en microscope électronique, le cytoplasme contient tous les organites, notamment un REL, abondant REL, c'est-à-dire un réticulum endoplasmique lisse. Toujours, les cellules spécialisées dans la synthèse des lipides contiennent un REL abondant car le REL est le site de la synthèse des lipides. De nombreuses mitochondries, les mitochondries ce sont les sources de l'énergie de l'ATP et des vacuoles lipidiques. Il faut faire attention. Avant ici en microscope optique, j'ai dit une volumineuse vacuole lipidique. Mais dans le cytoplasme, on trouve des petites vacuoles, mais ces vacuoles vont plus tard fusionner avec la vacuole principale. Donc, les vacuoles lipidiques de petite taille vont fusionner après avec la grande vacuole. Le cytosquelette disparaît plus tard. Les lipides accumulés se retrouvent dans des vacuoles, comme j'ai dit, des petites vacuoles sans parois pour faciliter leur fusion avec la vacuole principale. En se réunissant, les petites vacuoles forment la vacuole unique centrale.
La membrane cytoplasmique de la cellule adipeuse est toujours entourée par une fine membrane basale. Donc ici, on ne dit pas que la cellule repose sur une lame basale comme nous avons vu dans le tissu épithélial. Non, ici on dit que la cellule est entourée par une membrane basale. C'est un schéma encore montre les cellules adipeuses. On voit ici des cellules adipeuses de tailles différentes. Ces cellules de petite taille vont accumuler la graisse, le triglycéride dans la vacuole centrale et ensuite vont augmenter de taille pour devenir comme ces cellules. Encore, on voit ici la matrice extracellulaire. On voit ici une mince couche des cloisons. Comme vous voyez ici, la matrice extracellulaire forme des cloisons pour séparer, pour diviser les cellules en groupes. Et donc, ici, dans la matrice, nous avons dit que principalement, il y a des fibres de réticuline. Maintenant, il faut ajouter que les adipocytes forment le tissu adipeux. Mais parfois, quelques cellules, quelques adipocytes sont dispersés dans les tissus conjonctifs non spécialisés, c'est-à-dire dans le tissu aréolaire, tissu conjonctif aréolaire. On trouve parfois quelques adipocytes, mais ces adipocytes sont dispersés, sont loin l'un de l'autre. Alors que dans le tissu adipeux, les adipocytes sont tassés les uns contre les autres. Il n'y a pas d'espace entre les cellules. Les cellules sont très proches l'une des autres dans le tissu adipeux. Le tissu adipeux blanc représente 15 à 25% du poids de l'adulte. Sa distribution dans l'organisme varie en fonction de l'âge et du sexe, c'est-à-dire la distribution de la graisse n'est pas homogène chez les hommes et chez les femmes. Généralement, on le retrouve autour des reins, rôle de protection, source d'énergie bien sûr, mais ici autour des reins, rôle de protection, autour du cœur encore, source de protection, et encore dans l'épiderme. Dans l'hypoderme, pardon. L'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de la peau. Dans la peau, nous avons épiderme, derme et hypoderme. L'hypoderme, c'est un tissu adipeux. Joue plusieurs fonctions, isolant thermique et encore rôle amortisseur. La graisse blanche ou bien le tissu adipeux blanc joue plusieurs rôles selon sa localisation. Elle constitue le principal lieu de réserve énergétique et assure une disponibilité immédiate en cas de stress métabolique aigu. C'est-à-dire, dans notre organisme, toujours la première source d'énergie, c'est les glucides. Notre organisme utilise tout d'abord les glucides comme source d'énergie. On dit ici en cas de stress métabolique aigu, par exemple si quelqu'un fait du sport et nous avons utilisé le sucre, les glucides disponibles dans notre organisme, directement notre organisme commence à utiliser la réserve des lipides qui est stockée au niveau de la graisse blanche ou bien dans les cellules, dans les adipocytes blancs. Notre organisme ou bien les cellules, les adipocytes blancs, dans ce cas, vont casser le triglycéride pour libérer les 3 chaînes des acides gras et ensuite pour l'utiliser comme source d'énergie, comme source d'ATP. Pour cela, on fait du sport. Le sport, en premier temps, on brûle, c'est-à-dire on catabolise, on dégrade, on utilise les glucides. Une fois nous avons consommé le glucide, on commence à utiliser les lipides. Et quand on utilise le lipide, donc la masse lipidique, la masse adipeuse dans notre organisme va diminuer. Deuxième fonction, la graisse blanche ou bien le tissu adipeux, c'est un isolant thermique. Exemple, l'hypoderme joue un rôle d'isolant thermique. Elle est un amortisseur des chocs. Par exemple, encore au niveau de l'hypoderme, c'est un amortisseur des chocs. Protège divers organes, par exemple au niveau des reins, ou bien au niveau du cœur, ou bien n'importe autre organe qui sont entourés par la graisse. Maintenant, le deuxième type
d'adipocytes, ou bien le deuxième type des tissus adipeux, le tissu adipeux brun. C'est une source de chaleur, donc thermogénèse. Encore, j'ai oublié d'ajouter que le tissu adipeux blanc ou bien l'adipocyte, les cellules adipeuses blanches, donnent de l'énergie sous forme d'ATP. Donc, le tissu adipeux blanc est une source d'énergie sous forme d'ATP, énergie utilisable. Par contre, le tissu adipeux brun est une source d'énergie non utilisable qui est la chaleur. Seulement, cette chaleur réchauffe l'organisme. Surtout abondant chez les mammifères hibernants, c'est-à-dire les mammifères qui dorment pendant l'hiver comme l'ours. Encore présent chez l'espèce humaine, mais principalement au début de la vie chez le fœtus et le nouveau-né, et il est absent chez l'adulte. Bon, il est absent chez l'adulte, ce point n'est pas 100% vrai. Parce que on pense que chez l'adulte, quand même, il existe encore une petite quantité de tissus adipeux bruns. La graisse brune possède une vascularisation extrêmement riche. Donc, il est plus vascularisé que le tissu adipeux blanc. Le diamètre de la cellule adipeuse brune, c'est 50 micromètres. Donc, elle est plus petite que l'adipocyte blanc. Noyau excentré, c'est-à-dire un peu loin du centre. Ici, comme vous voyez, noyau sphérique et excentré. Nombreuses vacuoles lipidiques. On voit ici en jaune plusieurs vacuoles lipidiques qui stockent les lipides. Là-bas, nous avons une seule vacuole lipidique centrale avec plusieurs mitochondries. Les mitochondries qu'on voyait ici ont la couleur brune et ce sont les mitochondries qui donnent la couleur brune pour le tissu adipeux brun. Les mitochondries ici sont différentes des mitochondries présentes chez les autres cellules. Ici, les mitochondries sont spécialisées dans la production de la chaleur. Là-bas, les mitochondries étaient spécialisées dans la production de l'énergie sous forme d'ATP. On voit ici une comparaison, on voit la taille n'est pas la même. Adipocyte blanc plus grand, une vacuole lipidique centrale qui occupe la majorité du cytoplasme, noyau aplati refoulé. Ici, plusieurs vacuoles lipidiques, noyau excentré un peu loin du centre et sphérique. Les mitochondries, comme j'ai dit, ont une couleur brune et spécialisées dans la production de la chaleur.